Bonjour et bienvenue pour Barbecue Foot, l'émission qui décrypte le football en mode merguez sur le podcast Radio Merguez & Co. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission où on va parler de l'équipe de France, de Mediapro les escrocs, de faire un tour de France d'Europe. Et on a un invité exceptionnel aujourd'hui. On a Carlos Misère. Salut Carlos, comment ça va ? Bonsoir les amis, écoutez, ça va et vous ? Ça va super bien, on est ravis de t'avoir parmi nous parce que tu es donc le grand gagnant du jeu de la merguez. Donc on a lancé le jeu de la merguez lors du précédent épisode et donc tu es celui qui a trouvé la bonne réponse. Et donc je suis avec mes acolytes Bob Landers et Jean-Michel Larguet. Comment ça va Bob ? Écoute, ça va très bien, très heureux de rencontrer, de partager l'émission avec Carlos et très heureux de toute manière de participer à cette brillante émission. Écoute, brillante, on sait pas encore. En tout cas, émission, ça c'est sûr. Et Jean-Mimi, donc Jean-Mimi, c'était toi le grand artisan de ce jeu de la merguez. Quelle était donc la bonne réponse du précédent jeu ? La réponse c'était le but de David Bergkamp. Dennis Bergkamp, pardon, je sais pas, excusez-moi. Dennis Bergkamp contre l'Argentine à la Coupe du Monde 98. Le Brésil. Non, contre l'Argentine. C'est l'Argentine. Contre l'Argentine. J'étais persuadé que voilà. Est-ce qu'on est vraiment sûr que Carlos a donné la bonne réponse ? En fait, peut-être que Carlos était le seul participant. C'était peut-être ça. Non, il y en a plein de participants. Ça n'a pas été évident de départager les vainqueurs. Mais c'est bien Carlos quand même qui avait mis la bonne réponse. Après, il a peut-être fait appel à un ami, je sais pas. Il va peut-être nous expliquer comment il a fait, quoi. C'est mon Alzheimer. Mais en fait, je me souvenais de ce but, mais quand j'ai retapé sur YouTube, j'ai vu Dennis Bergkamp et je me souvenais que c'était au Vélodrome, mais j'étais persuadé que c'était contre le Brésil. C'était le quart de finale contre l'Argentine. Ouais, et puis tu l'avais pas forcément entendu avec les commentaires en néerlandais, quoi. Voilà. Oui, c'était ça effectivement qui était compliqué avec cet extrait. Donc puisque ce jeu de la merguez a aussi bien marché, on va relancer donc un nouvel item de ce jeu de la merguez. Donc attention, Jean-Mimi, Magnéto. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Carlos Alberto. That's dangerous. Giardino. Already left Cooper standing. Pelé! What a save! Et donc, la question qu'on vous pose, c'est reconnaissez-vous cet extrait ? Si vous le reconnaissez, vite, donnez-nous la bonne réponse sur les réseaux sociaux, donc soit sur le Twitter ou la page Facebook ou le compte Instagram de Radio Merguez & Co. Et donc, le plus rapide avec la bonne réponse gagnera un prix merguez. Après, on peut dire quand même ce que c'était le prix pour l'épisode précédent, quand même. Eh ben, c'était un prix merguez. C'était une vraie merguez, quoi. C'était une vraie merguez qui a réussi Carlos a reçu une vraie merguez, ouais. Exactement. Et qui peut nourrir une famille. Exactement. Qui a été partagée en famille. De toute façon, la vraie merguez qu'on aime, c'est celle qu'on partage en famille. C'est la merguez du cœur. Ouais, ou avec des amis. Avec des amis. Avec des amis. Bon, en tout cas, on espère qu'on vous a pas perdu pendant cette longue introduction, parce que on sait que nos auditeurs aiment le football, ils aiment l'expertise, ils aiment la bonne merguez du foot, et donc c'est la raison pour laquelle c'est notre raison d'être chez Barbecue Foot, de vous donner ce que vous voulez, à savoir du bon foot. Et en parlant de bon foot, on a Mediapro qui est en train de nous faire quand même une comment on peut dire ça ? Je pense que le mot est tout trouvé. Hein. Une merguez, hein. Une bonne merguez des familles. Une bonne merguez des familles. Jean-Mi, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui est en train de se passer ? C'est Jaime Rourkes là. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a fait un pataquès. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rourkes. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y a les droits télé. Je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. La Ligue a vendu les droits télé de la retransmission du championnat de France pour une somme faramineuse de quasiment 1 milliard ou un petit peu moins. Et c'était justement Mediapro qui avait racheté ça. Mediapro, c'est une sorte de mélange entre l'Espagne et de la Chine, et ils essaient de racheter la diffusion de différents championnats. Et là, ils ont mis beaucoup de millions d'euros, plusieurs centaines de millions d'euros sur la table, et ils ont racheté les droits du foot. Donc évidemment, la Ligue, ils se sont dit ouais, c'est génial, on se hisse au niveau des autres grands championnats comme l'Italie, l'Angleterre. Ça peut paraître un peu surréaliste parce qu'on sait bien que le championnat de France est inférieur à un impact publicitaire inférieur à ces choses-là. Mais donc, ils ont payé ça 820 millions d'euros.
La Ligue, Mediapro était déjà un petit peu un acheteur un peu douteux parce que en Italie, ils avaient voulu demander des garanties financières à Mediapro, ils n'avaient pas été en mesure de les fournir. Donc finalement, l'Italie avait annulé leur résultat d'appel d'offres et avait changé de diffuseur. Mais eux, la Ligue, ils n'ont pas eu peur, donc ils ont bien retenu Mediapro pour leur somme qu'ils avaient annoncé qu'ils paieraient de 820 millions. Ils n'ont pas demandé de garantie, il y avait juste une sorte de caution, comme quand on loue un appart et qu'on a la caution de son grand-père ou de ses parents. Là, il y avait une caution du cousin chinois. Et en fait, ils ont payé la première échéance, je pense, cet été. Et en fait, la deuxième échéance qui devait avoir lieu en octobre, ils ont annoncé qu'ils ne la paieraient pas, qu'ils voulaient renégocier tout le contrat. En prétextant que, avec le coronavirus notamment, la valeur en gros de ce qu'ils avaient acheté avait diminué. Donc ils ont dit, on paie pas. Sauf qu'en fait, ça met le football français dans une situation très très compliquée parce que non seulement on voit bien que les matchs ils se jouent quasiment à huis clos, donc il n'y a plus de rentrée financière liée à la billetterie, mais en plus il n'y a même plus la rentrée financière liée aux droits télé. Donc, je pense que là, on peut ouvrir la discussion sur dans quel état va le football français, sachant que pour l'instant, ils font des prêts pour payer des prêts, pour payer les clubs, donc ça devient très compliqué. Donc, merci Jean-Mi. Merci Jean-Mi. Carlos, est-ce que cette angoisse là qui est en train de saisir les clubs français avec cette menace de Mediapro, est-ce qu'en fait c'était pas couru d'avance quoi, en allant chercher un diffuseur inconnu avec peu de garantie? C'est vrai que c'est quand même très très bizarre. Il y avait aucune télé. Enfin, normalement c'est un diffuseur. Mediapro n'avait créé aucune télé avant. Ils achètent le foot très cher et ils disent qu'ils veulent créer, on va dire, une chaîne de télé spéciale Ligue 1. L'abonnement est quand même à 25 €, sachant qu'ils proposent que de la Ligue 1. Alors j'ai rien contre la Ligue 1 parce qu'on la suit tous plus ou moins, mais faire un abonnement à 25 € qu'avec de la Ligue 1, il faut quand même avoir des grosses coronesses pour proposer ça. Excuse-moi, Carlos, ils n'ont pas ajouté c'est très compliqué la diffusion des matchs, puisqu'il y a 18 acteurs différents maintenant. On ne sait plus où est-ce quelle chaîne il faut avoir pour regarder un match, mais ils n'ont pas acheté à la Ligue des Champions à quelqu'un. Alors, que cette année, oui, ils ont fait un partenariat avec SFR, enfin Altice, où ils ont plus ou moins racheté certains matchs de la Ligue des Champions, mais ça veut dire que c'est encore d'autres frais au niveau création de boîte, et poser déjà 1 milliard pour le championnat, c'était déjà assez énorme. Là, j'ai vu sur Twitter, alors j'ai peur de dire une bêtise avec le nom mais pas peur. du journaliste, c'est Molinaro. C'est un journaliste qui a sorti pas mal d'articles sur le New York Times. C'est un mec qui a fait tout un article justement sur Mediapro et sur le contrat qui a été passé entre Mediapro et la Ligue, où justement lui disait dès le premier jour où ils se sont présentés que c'était une erreur monumentale. Et en fait, il a écrit ce qui allait se passer et que Mediapro allait être en cessation de paiement parce que de toute façon, payer aussi cher pour un championnat et n'avoir que ce championnat-là, ne même pas se diversifier sur d'autres sports parce que Mediapro n'a acheté que le droit du foot. Il n'y a pas de rugby. Alors, on parle de foot, mais il n'y a pas de rugby, il n'y a pas de F1, il n'y a pas d'athlétisme. Les gens, tu payes 25 € pour voir que de la Ligue 1, quoi, initialement. Donc, je veux dire, même moi qui suis pas économiste, j'aurais senti le vent du boulet arriver, quoi. Je trouve ça assez énorme. Alors, on parle maintenant de commissions de plus d'1,5 million d'euros que certains auraient eu à la signature des contrats. Non, mais on peut dire, attends, Carlos, on peut citer les noms. Hein. C'est l'ancienne présidente et l'ancien directeur général, donc Valérie Bois de la Tour et Didier Quillot, qui ont eu des bonus sur ce contrat. Valérie Bois du Château La Tour. C'est ça. Et justement, Bob, pour revenir sur ce que disait Carlos sur le fait que effectivement l'abonnement à Téléfoot c'est 25 €. En fait, la chaîne a été lancée très tard parce que ce qu'on comprend dans la stratégie de Mediapro, c'est qu'en gros ils ont acheté les droits parce qu'en fait derrière ils imaginaient pouvoir les revendre plus cher et donc faire du trading.
en espérant que soit SFR, enfin Altis ou Canal+ viennent enchérir derrière parce qu'ils les ont pas obtenus lors des premières enchères. Exactement, ouais, le business plan était entièrement là et j'avais entendu qu'en gros le grand patron de Mediapro avait fait un oral fantastique pour vendre son produit à tous les présidents de Ligue 1 et à la Ligue, et tout le monde avait applaudi des deux mains, magnifique, extraordinaire, en expliquant qu'en gros la première année il serait déficitaire, la deuxième année probablement, et la troisième année il dégagerait un bénéfice. Et effectivement, il y avait aussi ce passif un peu comme en Espagne, ce trading-là de bouquets, de revente d'affiches à d'autres diffuseurs. Sauf que là, on peut s'interroger sur beaucoup de choses. Déjà, il y a cet achat de la Ligue 1 faisait de la Ligue 1 le deuxième championnat le plus cher d'Europe. Déjà, au niveau, on va dire standing, c'est quand même assez étrange que personne se soit rendu compte qu'il y avait un peu une supercherie là-dessus. Ça me fait un peu penser à la fable du corbeau et du renard de La Fontaine, quoi. C'est les présidents se font draguer et après ils laissent les droits sans caution et sans garantie, et au final il y a quand même un timing qui est assez incroyable. Tout était calculé avant, c'est pas possible. Il a même pas attendu 2 mois. La chaîne, ils avaient même pas de siège quand ils ont acheté de siège social, quand ils ont acheté en France, quand ils ont acheté les droits. Ils ont diffusé 1 mois de match. Et le mec sort déjà, on va renégocier les droits. Ça veut dire qu'en gros, qui aujourd'hui va souscrire un abonnement à Téléfoot? Non mais alors, je suis d'accord, ils ont eu un départ qui devait être poussif et ils voulaient tabler sur, 2 millions d'abonnés ou pas. Ils ont dû en avoir que 500 000 ou pas. Je crois qu'ils ont annoncé que le point mort pour la rentabilité, c'était à 3,5 millions d'abonnés. Voilà. Et Carlos, combien ils en ont d'abonnés là, Carlos? Oh, ils en ont, moi j'ai écouté, je crois que c'est à peine 100 000, enfin un peu plus de 100 000, mais je sais pas, les chiffres sont complètement dérisoires, sachant que en plus, ce que vous dites au niveau du point de rentabilité qui est à 3 500 000 abonnés, il faut savoir que beIN en Coupe du Monde a atteint difficilement les 4 millions d'abonnés. On parle de beIN, chaîne multisport, avec du foot étranger. Du rugby, il y a la Coupe d'Europe, il y a énormément de choses, il y a la NFL et tout. Et qui a perdu de l'argent. Et là, t'as raison, et qui perd de l'argent. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont commencé depuis 2 ans à se désengager. Et c'est aussi une des raisons de l'accord avec Canal. C'est que beIN est revenu vers Canal en disant écoutez les gars, est-ce que vous voulez pas nous racheter une partie de notre bouquet parce qu'en fait notre stratégie d'il y a 8 ans, on est en train de la modifier, quoi. Parce qu'ils perdent de l'argent. Tout simplement. Oui, mais c'est Canal qui tient un peu les autres par les bouboules, qui tient beIN par les bouboules. Et c'est vrai que je sais pas ce qu'ont cru les dirigeants avec cette signature de contrat qui était. C'était faire. Ouais, Carlos, il y a quand même un vrai truc qui est consternant dans l'histoire quand même. C'est qu'on parle d'un contrat à plus de 800 millions d'euros, et il y a quand même. Enfin, je veux dire, nous dans la vie courante. On paie un truc à plus de 1 000 euros, il y a déjà, faut déjà mettre en caution ta maison et ta voiture. Là, c'est 800 millions d'euros et t'en as aucun qui a la lucidité de se dire, écoutez les gars, je pense qu'on fait un peu faux bon là, on déconne. Surtout qu'il y a des précédents, comme on l'a dit. Enfin, en Italie, c'est ça qui avait fait qu'ils avaient annulé l'appel d'offres. Donc je comprends qu'il y a cette barre peut-être symbolique du milliard d'euros qui attirait tout le monde, et que Nathalie Boîte du Château-Latour, elle voulait son bonus. Mais c'est quand même, là il y a des fautes qui sont graves. Hein. Honnêtement, il y a des fautes qui sont graves. Hein. Oui, alors en plus je vais rajouter à ça au fait que là où je trouve un peu a posteriori, c'est toujours difficile de dire que les choses sont catastrophiques. Ils avaient certainement pas prévu Mediapro qui aurait le coronavirus quand même. Parce que on peut dire c'est l'argument qui est donné par. Cet argument, il n'est pas complètement déconnant. La valeur intrinsèque des championnats et en particulier de la Ligue 1, étant donné que le championnat s'est arrêté, c'est le seul des grands d'Europe à s'être arrêté, il y a quand même réellement un impact sur la valeur du championnat qui a eu lieu. Après, de là à refuser à mettre tout le monde dans la difficulté, c'est beaucoup. Mais l'impact du coronavirus, il est indéniable. Après, tu voulais dire... Jean-Michel, le droit des contrats, c'est quelque chose qui a une valeur dans des pays, on va dire, civilisés. Les cautions, ça sert à ça. Les assurances, ça sert à ça.
Allez, C'est c'est bon. incroyable. de trouver Barbecue la- foot face à- commence face à à- devenir un barbecue, Non, mais un podcast le droit des contrats, juridique. le Juste droit pour des terminer. contrats, attends, il y a des avocats, mais après, au final, des contrats, tu peux toujours, au final, tous négocier. Alors, juste Donc, pour terminer sur le sujet de Là, Mediapro. la question, juste pour enchaîner, c'est est-ce que la Ligue va s'acharner dans une bataille juridique à essayer de trouver un arrangement avec Mediapro ou pour qu'ils continuent, ou est-ce qu'ils veulent réellement continuer, ou alors est-ce qu'ils vont revenir vers des diffuseurs historiques comme sont Canal+ et BeIN et leur revendre les droits pour pas cher. Le problème aussi qui va se poser, alors c'est pas forcément, on va dire avec les gros clubs, Paris, ils auront suffisamment de mailles et tout ça. On voit surtout que tous les petits clubs, quand même, ont commencé à faire des gros transferts cette année. Lorient a déboursé 25 millions d'euros pour un de ses attaquants. Tous les petits clubs, et voire même certains clubs de deuxième division, ont fait des investissements en pensant que eux, ils allaient pouvoir un peu toucher le pactole durant cette année, voire l'année prochaine. Donc, ils ont fait des investissements. Eux, si on leur donne pas l'argent, les petits clubs vont couler. Et il y a aussi le fait d'avoir un intérêt sportif avec des clubs qui déposent les bilans. Parce que même si on se retourne au niveau de Canal peut dire, moi, je rachète le championnat au lieu d'1 milliard, je vais la racheter 300 millions. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de clubs qui vont mettre la clé sous la porte. Et quel est l'intérêt d'avoir un championnat de France à 10 clubs, 10 clubs viables, quoi. Voire même toute la Ligue 2, quoi. Non, mais t'as raison, Carlos. Alors, juste pour terminer sur le sujet, parce que ensuite, j'aimerais qu'on parle de l'équipe de France et également de faire un tour d'Europe avant la reprise des championnats. Carlos, objectivement, quand même, pour le fan de foot moyen en France, le match qui nous intéresse le plus, c'est celui du dimanche soir, parce qu'aussi on a été biberonné à avoir le match du dimanche soir sur Canal. Et dans l'interview que Raoumé Rouquet avait accordé à l'équipe, donc au moment où il expliquait pourquoi il demandait à renégocier la Ligue, il parlait du piratage. Et c'est vrai que le match du dimanche soir, depuis le lancement de Téléfoot, c'est certainement un des contenus les plus piratés en France. Oui, mais c'est naturel. Enfin, je veux dire, Bien 25 € pour voir un match de Ligue 1 le dimanche soir, les gens vont pas. Enfin, je veux dire, c'est la crise de partout. On va pas mettre 25 € dans un abonnement. Ça fait un abonnement Deezer, Spotify, plus un abonnement Netflix entre Téléfoot et un abonnement musique plus Netflix. Je crois que les gens choisissent. Ça a été en tout cas, on termine là-dessus. C'est le nerf de la guerre. Mais ça a été très amateur, en tout cas côté Mediapro et côté de la Ligue. Voilà, on se pose des questions quand même sur la façon dont ça a été géré. Moi, si j'avais on termine là-dessus, c'est que non, attends, c'est juste qu'en gros, la Ligue, ils étaient super contents d'avoir fait un super contrat super cher. Ils n'ont pas regardé les conditions et non seulement le contrat, au final, il s'effondre, mais c'est tout le championnat français qui peut s'effondrer avec. Donc c'est quand même un enchaînement qui est spectaculaire, quoi. C'est du Zidane, tout ça. Les gars, on fait un prono, on est spécialiste des pronos. On fait des pronos sur juste rapidement en un mot comment ça va se clôturer cette histoire. Est-ce que ça va faire un pay-per-view comme l'a préconisé Olas ou Canal+ qui rachète parce qu'ils n'ont jamais voulu participer aux enchères? Allez, chacun. Moi, je dis Canal+. Pareil, moi Canal+, ils vont pas forcément. Canal+, c'est quelque part la Ligue 1, c'est leur bébé un peu. Donc je pense qu'ils vont quand même, ils vont pas mettre le milliard, ils vont diminuer le prix, mais ils vont remettre de l'argent parce qu'ils savent aussi que c'est leur intérêt. Et c'est leur intérêt d'avoir la Ligue 1 et c'est l'intérêt d'avoir des équipes qui se tiennent à peu près debout, quoi. Ok, moi je dis Canal+ aussi. Ouais. Canal+. Mais ça peut, avec le coronavirus et les évolutions, si jamais il commence à y avoir des cas dans les équipes et tout ça, et que les matchs ne peuvent pas avoir lieu, ça va être compliqué aussi quand même. Ouais. Bah écoutez, moi je vais donner mon prono. Je pense que Mediapro va réussir à négocier. Que Canal+, blessé par le traitement qui lui a été réservé par la Ligue et par le peu de considération lors du précédent appel d'offres, va bien se faire désirer. Et je pense qu'ils auraient raison de le faire. Sur ce, passons maintenant à l'équipe de France. Donc nous avons une belle séquence internationale avec 3 matchs de l'équipe de France. On a eu d'abord un match amical contre l'Ukraine, qui était un peu match football champagne, avec une victoire 7-1, c'est ça? 7-2? Ça, 7-1. 7-1. On va en parler parce qu'en fait, l'Ukraine ensuite a quand même créé la sensation en match de Ligue des Nations puisqu'ils ont gagné contre l'Espagne. Un bon match de voleur, 1-0, voilà. Ni vu ni connu, mais bon, c'était pas exactement la même équipe que celle qui a été balayée en amical par l'équipe de France. Et puis ensuite, on a eu un match soporifique contre le Portugal.
On nous avait vendu ce match, le match des champions, champion d'Europe contre champion du monde. On avait tous envie de voir ce match. En fait, on a vu un truc qui était quand même assez chiant et digne d'un bon Lorient-Reims qu'on adore aussi puisqu'on est des fans de la Ligue 1. Attends, et puis ensuite, Lorient quand même, il joue l'offensive quand même. Ouais, c'est vrai. Ils jouent l'offensive sur leur synthétique. C'est pas de l'équipe de France. Sur leur synthétique. Et ensuite, le match contre la Croatie, qui était un match intéressant également, parce qu'on a vu des belles choses, et un match aussi assez chanceux de la part de l'équipe de France, une victoire assez chanceuse, une nouvelle fois contre la Croatie, dont décidément l'équipe de France est la bête noire. Carlos, cette équipe de France là, pendant ces 3 matchs, c'est quoi ton impression générale? Alors, comme j'ai plus d'internet, j'ai pas pu voir le dernier match. Après, c'est une équipe à la Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il aligne des équipes. Il constitue en fait son équipe de France comme une équipe de club, c'est-à-dire qu'il forme son groupe très longtemps en avance. Il a comme objectif l'Euro 20 en 2021. Donc, il est en train de placer ses pions pour avoir son effectif. Et après, ce qu'il cherche, c'est l'efficacité. Donc, faire un 0-0 face au Portugal en France, pour lui, je pense que c'est pas un si mauvais résultat que ça. Après, lui, il voit le résultat. On l'a vu en 2018, alors on a tous aimé en 2018. Mais c'est son créneau, en fait, à Didier Deschamps. C'est le chantre du pragmatisme et d'anticiper un peu les choses. Donc, c'est vrai que c'est pas beau à voir jouer, mais bon, voilà. Enfin, je veux dire, on a signé pour ça. Non, mais t'as raison, Carlos. Bob, on s'attendait pas à avoir des matchs aussi étranges contre le Portugal et la Croatie, alors que le match contre l'Ukraine, il était quand même plutôt agréable. Hein. C'était bon, festival offensif, mais non. Non, je suis pas trop d'accord. Au final, je suis assez d'accord avec Carlos sur. Il faut quand même pas oublier que Deschamps reste on va dire le meilleur sélectionneur de l'équipe de France de son histoire, je pense. En tout cas, selon moi. Après, ça n'a jamais été un entraîneur qui faisait du jeu. On a gagné la Coupe du Monde en étant un bloc défensif solidaire et assez puissant. Et là, on constate que sur les 3 matchs qu'il y a eu, effectivement, on peut pas trop parler du match contre l'Ukraine parce qu'au final, l'Ukraine, si on se souvient bien, il y avait tellement de joueurs qui étaient positifs au Covid qu'ils savaient même pas s'ils allaient déclarer forfait ou pas. Ils avaient plus de gardiens. Après le match contre le Portugal, ça a été un match intéressant, un challenge intéressant, et au final, on se retrouve avec un jeu offensif qui a été complètement stérile sur ce match-là. Et un peu dans le même style, le match contre la Croatie d'hier. Même s'il y a eu, on va dire, un très bon premier quart d'heure, mais après, ça a été vraiment très poussif. Et je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la composition et aux joueurs eux-mêmes. Didier a voulu faire un nouveau système en mettant Antoine Griezmann en numéro 10, avec 3 milieux plutôt récupérateurs. Alors moi, à la base, ça fait quand même pas mal de temps, vous le savez certainement, que je suis pas ou plus un très grand fan d'Antoine Griezmann. Et là, je suis pas du tout convaincu par ce positionnement. Et le reste aussi, et le duo d'attaque Giroud-Mbappé ou Martial-Mbappé, au final, ça, pour l'instant, ça fonctionne pas, mais autant qu'il le fasse pour ces matchs amicaux, parce que bon, la Ligue des Nations, ça reste des matchs amicaux quand même. C'est bien qu'il tente des choses, et de toute manière, on a toujours la chatte à Dédé pour l'emporter. Jean-Mi, nous on aime bien Giroud. Après voilà, il est là avec ses qualités et également ses défauts. Il en a plus pour longtemps. Hein. Il est encore, non mais je veux dire, il est encore là jusqu'à l'Euro, tu vois, maximum quand même. C'est ce qu'il faut se dire. Mais est-ce qu'on a vraiment meilleur que Giroud en pointe comme ça dans le système de Deschamps? C'est un bon sujet parce que ce qu'on a pu voir, c'est que c'était pas le cas. C'est que Martial, quand il a joué, il s'est certainement pas imposé par rapport à ce qu'avait pu faire Giroud auparavant. Après, qu'on l'aime ou pas, Giroud, c'est quand même maintenant le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Après, c'est vrai il a moins de classe qu'un gars comme Thierry Henry. Mais au final, il est très professionnel. Il assure son rôle. Il met des buts. Bon là, il a mis un doublé contre l'Ukraine, et c'était vraiment, c'était le match amical contre une équipe vraiment de plusieurs classes en dessous de celle de l'équipe de France. Ouais, mais la même équipe, Jean-Mi, la même équipe d'Ukraine. Non, c'était pas la même. C'était pas la même. Du coup. Peu de choses près. Hein, la moitié de l'équipe, elle avait le Covid. Il y avait le même gardien. Tchetchenko était sur le banc. Il est même pas entré en jeu. Ok. Non mais Carlos, pour revenir sur Giroud, c'est quand même un mec qui pèse sur les défenses. Enfin, je veux dire, ok, il touche pas beaucoup de ballons, il a pas énormément d'occasions, mais je veux dire, le type quand il est là, son 1m93, tu le sens passer, quoi.
Alors, je vais parler de choses très vieilles. Je vous rappelle que Didier Deschamps était entraîneur de Marseille. Est-ce que vous pouvez me citer son numéro 9? Ah, tu vas nous parler de Brandao. Eh ben oui, mais c'est Giroud. C'est exactement la même chose. Non, mais Attends, Ça doit lui faire plaisir. Olivier, mais- si tu nous entends. non, mais Vas-y, ce que Carlos, je veux dire, vas-y. ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue du profil, c'est le même type de joueur. Quelqu'un de grand, qui fait un point de fixation, qui reste devant les défenseurs centraux, qui va les harceler, leur foutre un petit coup de coude, un petit coup de machin, et en fait, c'est quelqu'un qui va rester devant. Moi, je trouve que Mbappé en deuxième attaquant, c'est vraiment son poste. Il faut que quelqu'un comme Mbappé, c'est pas un vrai numéro 9. C'est quelqu'un qui va tourner, qui va décrocher, qui va créer un peu plus de profondeur. Mais il faut un vrai, pour le système de Deschamps, parce qu'on va, de toute façon, Deschamps va aller jusqu'à l'Euro 2021, voire peut-être même jusqu'à la Coupe du Monde, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un vrai numéro 9. Et c'est pour ça que quand il y a des fois, moi je regarde un peu les débats entre Benzema et Giroud, je trouve que le débat est pas là. Quelque part, c'était Benzema plus Giroud, c'est-à-dire que pour Deschamps, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit présent. On s'aperçoit que des gens comme Martial, comme Mbappé, comme Benzema, c'est le même profil. Ce sont des attaquants, c'est pas des numéros 9. C'est des gens qui vont décrocher, qui vont revenir derrière. Deschamps, il n'aime pas ça. Deschamps, il veut un numéro 9 qui reste devant. Il s'en fiche que quelque part, ils mettent des têtes au-dessus, ils ratent des centres, des machins. Il veut qu'il y ait une présence physique. C'est toujours son profil de joueur. Peut-être que le prochain Giroud, moi, si Deschamps reste un peu plus longtemps. Lilian Lasland. Non, mais sérieusement, Dembélé de Lyon, moi, je le vois dans ce profil. Ouais, écoute, c'est pas faux. On avait aussi Sébastien Haller quand il cartonnait en Allemagne avant de se perdre un peu en première ligue. C'est ces profils de joueurs qui bondent la tête, avec une présence physique, qui savent garder le ballon, qui savent jouer en une touche aussi. Oui, c'est ça, mais c'est le profil de Deschamps. De toute façon, on pourra pas le changer là-dessus. Et c'est vrai que Giroud, c'est son joueur adoré. C'est quelqu'un qui fait pas de vagues, qui bosse toujours. Après, on peut critiquer, pas critiquer. Moi, je suis pas forcément fan de Giroud d'ailleurs, mais on voit ce qu'il a fait l'année dernière à Chelsea. Il aurait dû partir. Il était troisième attaquant de pointe quand même quand Lampard est arrivé. Et en fait, petit à petit, Abraham, il l'a mis sur le banc. Batshuayi, qui devait être remplaçant, il l'a mis sur le banc. Il a fini la saison comme titulaire. Bon gré mal gré, Chelsea a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est pas un jeu chatoyant, Giroud, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui arrive à en imposer et qui va créer du décalage aussi, qui va créer des espaces. Ouais, c'est tout ce qu'il veut, hein, Deschamps. En tout cas, bon, pour rester sur la ligne d'attaque, bon, Martial, on l'a dit, n'a pas marqué de points, même si Deschamps lui a donné la possibilité de s'exprimer, donc notamment en le titularisant contre la Croatie. Mais j'aimerais qu'on parle de Mbappé aussi, parce que alors Mbappé, ok, hein, phénomène, super, vas-y, je te fais le petit exter, je te fais le petit dribble, la petite accélération, mais quand même contre le Portugal et contre la Croatie. Franchement, c'est pas Jojo, hein. Alors ok, il met le but du 2-1 sur une superbe inspiration, faut quand même le dire, de Lucas Digne. Mais avant, excusez-moi, hein, mais l'ouverture, enfin la passe en retrait de Martial, il la met. Enfin, franchement, c'est encore plus dur de la mettre à côté que de la mettre dedans. Chaud quoi. Et puis excès d'individualisme également. Écoute, Christophe, moi je suis entièrement d'accord pour ouvrir ce débat. Je trouve qu'il y a un vrai débat par rapport à Mbappé et pas tant par rapport à Giroud, parce qu'au final Giroud pour l'instant il est indiscutable, donc pour l'instant il est titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque française. C'est juste de savoir en fait où est-ce que joue Mbappé. Mbappé il a fait une très bonne Coupe du Monde en étant ailier gauche. Est-ce que Deschamps veut changer son schéma de jeu en 4-4-2 parce que Mbappé a des velléités pour retrouver l'axe? Moi, j'adore Mbappé. Je trouve que c'est un poison constant, même s'il a du déchet. Il est craint partout. Dès qu'il touche la balle, tu sais qu'il peut se passer quelque chose. Et la défense adverse est obligée souvent de faire des prises à deux sur lui pour s'en sortir. Et c'est un garçon pour moi que je trouve primordial pour l'attaque de l'équipe de France. D'autant plus que on a un Antoine Griezmann qui préfère dézonner et jouer au niveau des 3 milieux relayeurs. Donc il faut quand même quelqu'un qui porte la balle devant. Qui est vite pour attraper la charrue qu'a mis Griezmann dans le jeu. Non, mais puisque Giroud a un rôle de pivot, il faut bien quand même quelqu'un qui croque la balle devant pour essayer de faire monter le bloc équipe. Et je trouve que Mbappé, effectivement, il a eu du déchet, hein, c'est indéniable. Son match contre la Croatie est pas bon. Contre le Portugal,
c'était le néant offensif, mais il y a que lui qui a potentiellement fait 1 ou 2 accélérations potables. Mais la grande question, c'est est-ce que Deschamps va réussir à raisonner Mbappé? Parce que clairement, moi je pense que Deschamps, il va pas continuer son 4-4-2 sur les matchs importants. Donc là, il fait des tests, mais si ça porte pas ses fruits, il va revenir à son 4-3-3 de la Coupe du Monde où il mettait Griezmann en 10 avec Kanté et Pogba derrière. Le problème, c'est qu'il a pas de Matuidi. Il a pas de Matuidi qui fait le piston comme un malade. Rabiot, ouais, mais Rabiot, tu le mets pas sur le côté. Rabiot a été très bon, mais tu le mets dans l'axe, Rabiot. C'est pour ça qu'il veut changer. Non mais parlons-en du 4-4-2, Jean-Mimi, on sait que toi le 4-4-2 c'est pas trop ta tasse de thé. Par contre le 4-3-3 de Deschamps de la Coupe du Monde, ça te plaît quoi? T'aimes bien? C'est saillant, c'est éprouvé, voilà. Bah, si on revient sur le système de jeu de Deschamps, moi ce que je dirais c'est que Deschamps c'est la gagne, hein. C'est pas trop le jeu chatoyant, etc. Donc que ça soit son 4-3-3 ou d'autres systèmes, au final on va préférer celui qui gagne, parce que pour l'instant, et puis je suis pas sûr qu'il soit dans la recherche esthétique du beau football. Il en a rien à cirer de Deschamps. Après voilà, là il y a Matuidi qui est parti à Miami mener des enquêtes. Donc ça va être difficile pour lui de revenir en équipe de France. Enfin, même si Gignac avait été sélectionné quand il était au Mexique, à mon avis Matuidi c'est un peu finito l'équipe de France. Mais après Rabiot, il a fait des bons matchs. Un peu dans les satisfactions qu'il y a Lucas Digne aussi qui a été bon. On peut dire que la défense de l'équipe de France, de façon générale, ils ont vraiment encore une fois confirmé. Après voilà, enfin le système de jeu, moi j'ai pas. Enfin après ce qu'on voit, c'est qu'il faut arriver à canaliser Mbappé et qui s'informe pas dans son individualisme. Martial, on peut se dire que un peu à l'image de Griezmann, sa situation en club, la situation du club dans lequel ils évoluent fait qu'ils sont peut-être pas aussi gourmands qu'ils peuvent l'être. On a quand même des vraies inquiétudes sur Griezmann parce que là ça fait quand même longtemps et puis il a toute la place. Enfin là clairement à chaque fois on dit il est mal positionné. Dès qu'il fait un mauvais match, c'est ce qu'on raconte. On dit ouais. Cette position de 10 comme ça, c'est pas sa position. À Barça, il a fait 18 positions, que ça soit sur le banc, le côté gauche du banc, le côté droit du banc, et après sur le terrain, plein de positions. Ça n'a jamais été satisfaisant. Donc il y a quand même ces petits soucis-là, mais au final, la France, elle gagne. Là, ils sont, alors c'est des matchs amicaux qui sont devenus une sorte de ligue, de micro-championnat, mais ils y figurent bien. Enfin, pour moi, on est sur un peu une reproduction des performances qu'il y avait eu auparavant, une solidité et en même temps un jeu qui va pas faire qu'on va payer 25 € pour regarder la Ligue des Nations. Mais en tout cas, des performances sportives solides. Ouais, Carlos, au milieu de terrain, tu nous parlais de Rabiot. C'est vrai qu'il a fait un bon match contre la Croatie. Oui, après moi je suis vraiment pas fan du joueur et pas fan de la personne, mais c'est vrai que je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, mais bon, alors après, Deschamps, c'est quelqu'un qui constitue aussi un groupe. On parle de valeur intrinsèque de joueurs. Deschamps, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est 23 joueurs qui puissent s'entendre. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde le documentaire sur la Coupe du Monde 2018. Des gens comme Adil Rami qui ont absolument pas joué. Limite, il s'en fiche Deschamps. Il veut des gens qui lui fassent pas la tête, qui viennent pas se plaindre. Et là, il est en train de constituer son groupe. Après, juste pour deux petites choses. Pour moi, d'abord, le cas Mbappé. J'entends beaucoup de critiques sur Mbappé. Je voudrais juste rappeler son âge. Il a 20 ans. Est-ce que Cricri, à 20 ans, faisait déjà ce qu'il faisait? Il y avait Cricri, je pense, Cristiano Ronaldo, je pense que c'était... Le Cricri de Manchester. Non, mais Cricri, c'est des choses, quoi. Oui, mais enfin, je veux dire, il faut quand même relativiser l'âge de Mbappé. Il a 20 ans. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est un joueur de 30 ans, mais c'est pas un joueur de 30 ans. C'est pas facile d'avoir 20 ans en ce moment. En ce moment, c'est pas facile d'avoir 20 ans. On a la blague. Merci, Jean-Mi. Mais il du est pénible, coup, Jean-Mi. mais du coup, moi, je trouve qu'on lui en demande beaucoup. Il a déjà un talent assez exceptionnel. Il va falloir qu'il fasse des erreurs. Il va falloir qu'il se plante. Il va falloir qu'il en fasse des grosses. Moi, je me souviens de son match à Manchester, le fameux quand Paris gagne 2-0 et qu'il manque le 3-0 face à Doria. Moi, j'étais avec un pote ce jour-là, on regardait le match et j'ai dit, je suis sûr que Paris va se faire éliminer. Pas manquer qu'un jour après, ils se sont fait éliminer. Mais celle-là, il doit la mettre. Il est encore perfectible sur beaucoup de choses et il va falloir qu'il apprenne. Il a que 20 ans. Donc, laissons-lui le temps aussi d'apprendre. Il fait tellement de choses que c'était déjà tellement exceptionnel. Il nous habitue tellement à des choses extraordinaires que dès qu'il fait un peu moins bien,
j'ai l'impression qu'on aime bien le charcler parce que. Non mais non, Carlos, tu as raison et on adore Mbappé, évidemment c'est un joueur exceptionnel et c'est vrai qu'il n'a que 20 ans. Malgré tout, c'est un joueur qui réclame des responsabilités, il réclame ce statut de joueur majeur et il en a les épaules, même s'il n'a que 20 ans. Et donc tu as raison sur le fait qu'il faut qu'il se trompe et finalement son match mitigé d'hier contre la Croatie, ça s'est pas retourné contre lui parce que l'équipe de France s'en sort de manière chanceuse. C'est juste que on a une petite crainte quand même sur Mbappé. On a une petite crainte que la melonite aiguë qu'il a quand même depuis le début, tu vois, ne l'emporte au final sur son talent. Et on a également la petite crainte qui est que son jeu devienne un peu trop stéréotypé, à savoir que il accélère en permanence, c'est super et il a une capacité d'accélération qui est incroyable. Mais des joueurs qui, comme lui, avaient cette capacité d'accélération et qui l'ont perdu en raison de blessures, en raison de méformes physiques, etc. Et je pense notamment à Djibril Cissé, qui était incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez du Djibril Cissé quand même d'Auxerre. C'était un monstre. Tu peux pas comparer. Moi, je trouve que sur Mbappé, le seul truc, moi, ce qui me fait plutôt voir des bonnes choses en lui, c'est qu'il a quand même passé des choses que peu de joueurs ont passé. Il a passé un transfert à 180 millions d'euros. On voit des Joao Félix qui sont allés à l'Atlético Madrid. Joao Félix, dites-moi si je me trompe, c'est pas 150 85. Ah non, c'est plus de 100. C'est beaucoup plus. 105, 115. C'est 120, je crois. Quand on voit que cette année, à l'Atlético, il s'est quand même un peu perdu. Alors, Simone a dit qu'il allait le remettre un peu en jeu, tout ça. Mais je veux dire, il a passé des choses. Pour moi, il a une capacité intellectuelle à pouvoir analyser tout ce qui se passe qui est quand même assez supérieure à d'autres joueurs. Donc, l'encadrement qui est autour de lui va le faire un peu redescendre. Son père a l'air d'être très présent, a l'air de lui dire pas mal de choses assez franches. Il est maqué avec la mère de Rabiot, le père de Mbappé. C'est vrai ? Non. Non, mais ça va être... Et les fake news. Non, mais tu vois, par exemple, la mère de Rabiot, par contre, c'est l'inverse du père de Mbappé. On a dit qu'on ne parlerait pas des mères. On parle pas des mères. On parle pas des mères et des pères. Même si le président a annoncé que les mères étaient au cœur du dispositif anti-Covid. Ouais. Mais je laisse. T'as oublié de dire, Carlos, qu'il y avait d'autres joueurs aussi qui n'avaient pas résisté à des transferts à plus de 100 millions. Dembélé, Griezmann. Hein bon, bizarrement, on revient toujours dessus. Hein. Ouais, alors Griezmann, je suis. Vas-y, Carlos. Démonte Griezmann. Si tu démontes pas Griezmann, on te coupe le sifflet. Ouais, c'est moche. Non, mais Griezmann, je pense que son erreur, ça a été post-coup. C'est quand qu'il a annoncé qu'il restait à l'Atlético. Tu veux dire Sekeda avec Piqué. C'est ça. Je pense que là, ça a été sa plus grosse erreur. Et après de vouloir partir au Barça, il a tout perdu, quoi. Et lui, c'est sa sœur qui le conseille, lui. Hein. C'est ça. La sœur. Qui a des très beaux tatouages. On a dit qu'on ne parlait pas des sœurs. Il ne faut pas parler des sœurs ni des frères. Vas-y, Carlos, sur Griezmann. Non, mais je trouve que Griezmann s'est vraiment perdu au Barça. Alors bon, après Barça, il y a toujours le phénomène positif ou négatif Messi. Il s'est vraiment mis en dehors du groupe. Le Sekeda lui a fait très mal. Il a voulu faire le bon pote quand on arrive dans une nouvelle classe, à vouloir inviter tous ses potos à la fête, sauf que tout le monde l'a regardé un peu avec un air bizarre en disant mais qu'est-ce que c'est que ce loup, et en fait il s'est jamais intégré. Et moi la meilleure solution pour lui serait de partir, mais le problème c'est que le Barça a investi tellement en lui et il se retrouve dans une misère au niveau économique cette année, ils peuvent pas le laisser partir comme ça. Donc je pense que Griezmann, oui, son transfert au Barça l'a coulé. Parlons de l'équipe de France. Il fait pas des matchs dégueulasses, hein. Il fait pas des matchs dégueulasses, hein. Si, il fait des matchs dégueulasses. Attends, ça suffit. Mais après, le système Deschamps fait qu'on est dans un système de club. C'est un système à la Onesta quand Onesta était entraîneur de l'équipe de France de hand. Ce sont des gens qui fais une dédicace, n'est-ce pas ? Spéciale dédicace. Mais ce sont des entraîneurs qui, même en équipe nationale, constituent des clubs. Et pour Deschamps, Griezmann est une pièce principale. Il aura beau être remplaçant en 2e division d'Angleterre, il appellera toujours Griezmann parce que pour lui, c'est une de ses pièces maîtresses. Il lui redonnera de la confiance, il arrivera un peu à l'arranger. Et puis, Griezmann, dans un groupe, c'est quelqu'un qui va rien dire s'il est un peu moins bon et qu'il est un peu plus
sur le banc. Donc, Mais il manque de caractère et de qualité dans ses prestations. Alors attends Bob, juste sur Griezmann, parce qu'on va pas refaire une émission sur Griezmann, j'aimerais juste qu'on parle de Digne. Tu as parlé de Digne. Digne, c'est la bonne surprise. Alors c'est pas uniquement sur ces matchs-là, ça fait déjà un petit moment. Ça fait plusieurs fois qu'on en On trouvait parle. qu'il était, qu'il était intéressant. Et puis surtout à Everton, il est en train de cartonner complètement. Étonnant ce niveau de Digne en équipe de France, positivement, Bob. Non, pas étonnant parce qu'en fait, au final, depuis qu'il a franchi le channel, il a un niveau de performance qui est très bon. Par rapport à l'équipe de France, en fait, on peut que se frotter les mains. On a un peu deux latéraux à gauche qui sont d'une qualité internationale très très haute. Parce que Lucas Hernandez est quand même super fort aussi. Donc on a deux joueurs. Alors c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on parle de Digne comme un des meilleurs latéraux, mais actuellement c'est vrai. Actuellement, c'est vrai. Et, techniquement, il est très très juste. Il a un pied gauche qui est juste magnifique. dans le sens qu'il fait des bonnes choses, hein, pas juste limité. Ouais. Il a un pied gauche qui est magnifique. Il fait des passes décisives régulièrement. Et c'est pas la petite passe décisive. Tiens, je te décale la balle pour que tu prennes ta chance de 30 mètres. Quoi. C'est vraiment des centres. Et à Everton, il est exceptionnel. Et effectivement, je pense que là, en revanche, là où il n'y a pas d'hésitation, c'est que la France, et on peut même rajouter Ferland Mendy, parce que Ferland Mendy, Deschamps le fait jouer à droite, mais on a trois latéraux à gauche qui sont vraiment d'un niveau Tu mets très fort. Kurzawa dedans ou pas? Non, ben justement, je parlais de Mendy, Digne et Lucas Hernandez. il y a aussi le frère Théo qui fait des matchs qui sont intéressants à l'AC Milan. Ouais. C'est vrai qu'à gauche, on est quand même assez fourni. Il y a Patrick aussi, Patrick Hernandez qui fait des trucs pas mal. Qui est né pour chanter. Ouais, c'est ça. Exactement. Des références de vieux quand même. Ouais, non, désolé. Mais oui. Alors, nos auditeurs ne sauront pas quel âge nous avons, mais effectivement, ce sont des références de notre De génération. très vieux. C'est la culture trial poursuite. C'est super. Mais moi, par contre, Lucas, il y a des fois, j'aimerais bien savoir ce qu'il donne en tant que stopper gauche. J'aimerais peut-être le voir dans l'axe. Dans l'axe, ouais. C'est vrai que l'anglais, pour l'instant, aussi est pas mal. Bah, Kimpembe aussi. Oui. Ouais. Ah bah oui, Kimpembe aussi. J'ai jamais été. Oui, non, mais après. Ou pas Mécano, par contre, c'est pas feu vert encore. Hein. Ah, mais c'est pareil, il est jeune. Enfin. Il va falloir qu'il passe à la vidange, Mécano. Ouais. Et il a un peu trop d'outils là. Faudrait peut-être qu'il allège la boîte. Ah, il faut qu'il remonte un peu. Voilà. Bon, excusez-nous, hein, on est sur une digression, mais bon, sentiment, on va dire relativement mitigé suite à ces matchs d'équipe de France, mais ne faisons pas nos difficiles, comme l'a très justement dit Carlos. Dédé, c'est la gagne, et en fait, le résultat, malgré ce match nul regrettable contre le Portugal, on s'en sort plutôt pas mal. On peut dire c'est quand même des matchs suffisamment consistants pour nous donner espoir lors de l'Euro. Hein. Alors on est qu'en octobre, hein, donc il y a encore le temps de voir ce que pourra donner le groupe à l'Euro, mais je trouve que quand même malin de la part de Deschamps d'avoir fait rentrer Camavinga, de l'habituer au groupe. On peut imaginer que Camavinga, s'il nous fait pas trop la fiesta à Rennes et qu'il continue de bien suivre son mentor Nzondi, d'ailleurs qui a été plutôt pas mal je trouve en équipe de France, on peut avoir un très bon Camavinga à l'Euro l'été prochain. Et je voudrais aussi juste dire un dernier truc sur l'équipe de France. Je trouve que on parle souvent de la qualité de jeu. Il faut quand même se rappeler que les championnats ont pris depuis 3 semaines à peu près. Hein. Normalement, au mois d'octobre, ça court comme des lapins. Ils ont déjà 2 mois ils ont déjà digéré la préparation et là, ils arrivent plein pot pour la Ligue des Champions. Là, je pense que pas mal de joueurs commencent un peu à digérer la préparation. Ils sont juste un peu au niveau physique et c'est vrai que tout a été décalé quoi. Donc et sachant qu'en plus qu'il va falloir qu'ils préparent l'Euro au mois de juin qui va arriver assez vite, c'est vrai que ces matchs-là sont un peu en trompe-l'œil par rapport à l'état de forme qu'on va avoir au mois de juin. Donc, c'est les mêmes matchs amicaux qu'il y avait avant, sauf que maintenant ça a l'air un peu plus sérieux parce que c'est des micro-championnats. Oui, il y a un petit enjeu. Bob. Carlos, quand tu parles de digérer la préparation, tu veux qu'on fasse une transition directe vers Ben Arfa à Bordeaux, ça? Ah, elle est là la transition. Et oui, effectivement, notre transition est tout trouvée puisque nous allons parler de la Ligue 1 avant de nous évader et de parler des championnats étrangers. Donc, en Ligue 1, il se passe plein de trucs. C'est fou. Donc, à part Mediapro, il se passe plein de trucs. Et l'actu chaude, c'est
Ben Arfa à Bordeaux. Waouh! Ben Arfa à Bordeaux, mais c'est incroyable. Bob, tu peux nous en dire plus? Donc il joue quand Ben Arfa? Mais écoute, il est sur la feuille pour le match contre Marseille au Vélodrome. Et moi, je pense que ça peut être qu'une bonne chose pour le football français. Et pour Bordeaux, Bordeaux n'a rien à perdre, surtout que je pense pas que ce soit un énorme salaire pour Bordeaux, il me semble. C'est leur seule recrue, non? C'est leur seule recrue. Après, qu'est-ce que t'as à perdre quand t'as un niveau de jeu tel que celui proposé par les Girondins depuis, en tout cas, le début du championnat et sur les 2 dernières saisons? C'est sûr que ça peut, en tout cas, Ben Arfa, même s'il est avec 10 kilos de trop et là, il va falloir fermer les McDo quand même à Bordeaux, hein, parce que ça va être moche chinois. Il y a pas, en plus, il n'y a pas de couvre-feu à Bordeaux, donc. En tout cas, c'est une bonne idée pour relancer la billetterie si elle est pas top à Bordeaux, parce que le Matmut de Bordeaux, déjà qu'il était vide avant le Covid. Je pense que là, il est désespérément vide. Et pour moi, c'est une bonne chose. Je suis content de le voir arriver. Je suis un peu. Il coûte pas cher. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il coûte pas cher à Bordeaux. Hein. Ah non, mais je pense que c'est un mec qui. J'espère être devant Téléfoot piraté le jour où, sur un de ces 20 matchs qu'il va réussir, il va mettre le feu à l'équipe adverse. Voilà. Jean-Mimi. Après, quand tu dis ça coûte pas cher. On n'est peut-être pas allé jusqu'au bout de la discussion sur l'argent dans le foot français, mais le seul levier qu'ils ont, s'ils n'ont plus les droits télé et plus la billetterie, ça va être le salaire des joueurs quand même. Et quand même, je pense pas qu'il ait demandé rien du tout, Ben Arfa, pour signer aux Girondins. Mais je suis complètement d'accord avec Bob sur le fait que, vu la pauvreté du jeu pratiqué par Bordeaux, je trouve que c'est un bon coup de poker d'intégrer Ben Arfa, le gros cœur, dans une équipe, parce que c'est peut-être lui qui va leur donner un peu le supplément de magie ou le supplément d'envie aux joueurs d'essayer de faire du foot. Du bon foot et pas le foot qu'on ne comprend pas, qui soit payé 1 milliard par une chaîne de télé. Attends, Carlos, Ben Arfa à Bordeaux, ça vend pas des maillots? Parce que faut dire, quand tu es supporter des Girondins, tu dois choisir entre Koscielny, Zerkan et Briand. Et Kalou. Et Oudin. Non, mais après, oui, effectivement, c'est une bonne idée, mais vous le placez où? Bordeaux, c'est un 4-3-3 sur l'aile. Moi, je vais pas le voir sur il joue une aile. partout. Athème, il joue partout, Athème, tu le mets partout. Numéro 9, ça va piquer quand même. Enfin, je pense qu'ils sont assez flexibles à Bordeaux. Bordeaux, ils ont pas ce qu'ils font. Ils sont capables de changer leur fusil d'épaule. Après, Grasset, c'est quand même quelqu'un qui est assez fidèle à sa philosophie de 4-3-3. Donc après, c'est de le mettre. Moi, Oudin, je ne trouve pas si mauvais que ça. Ouais, peut-être à la place de Kalou. Bah oui, mais c'est ce qui est actuellement Bordeaux. C'est une équipe plutôt moyenne de Ligue 1. Enfin, attends, Oudin, tu l'as quand même payé, je crois, 10 millions à Reims. Depréville, tu l'as payé 10 millions à Lille. Tu vois, bon... mais ça, c'était avant le rachat. Ouais. C'était avant le rachat, ça. Vous anticipez un peu. C'est qu'ils les ont payés avant que King Street. Voilà, King Street les rachète et disent ben non, mais il n'y a plus d'argent. Et là, ils sont contents, King Street. Mais du coup, voilà, c'est Ben Arfa, oui, mais tout le monde va être content, on va le revoir 1 ou 2 fois, il va remettre son maillot à l'envers. En tout cas, il arrive à faire parler, il fait le buzz. Vous remarquez, dans notre superbe émission, on lui accorde quand même 4 bonnes minutes. Ouais. On parle de Lyon parce qu'il y a plein de choses à dire sur Lyon. Lyon, finalement, on nous dit Aouar, Dembélé, Memphis, ça va partir, c'est dingue, ça va être la grande braderie. Jean-Mimi commence à nous dire attention, c'est pas moins de 60 millions. Résultat, bim, le Depay, il devait partir rejoindre son pote Coman à Barcelone, mais finalement c'est que sans le man, voilà, hop. Ensuite, Dembélé, il était censé partir dans un grand club de Première Ligue parce qu'il est suivi par les meilleurs clubs de Première Ligue. Le seul club qui est venu voir, c'est peut-être Southampton. Donc j'ai dit bon, peut-être que je vais rester à Lyon. Et Aouar, à part le PSG qui a fait une espèce de fausse petite drague en mode oui, Aouar c'est un super joueur, on adorait l'avoir. Arsenal qui finalement allait chercher Mesut Ozil. Non, mais bon. Donc là, Lyon, il se retrouve avec une équipe quand même Ligue des Champions, sans la Ligue des Champions et sans peut-être les droits télé, Jean-Mi. Mais c'est pareil, on a dit, ils ont plus la billetterie, ils ont potentiellement plus les droits télé, et au niveau trading de joueurs, ça a pas tant fonctionné que ça, à part du côté de Lille peut-être.
Mais pour les autres clubs, le mercato, il a été largement en dessous de ce qu'il y avait les années précédentes. Donc là aussi, pour les clubs qui avaient l'habitude de gérer leur budget en vendant quelques joueurs histoire de remplir les caisses et de tenir la saison, cette saison, ça va être compliqué encore. Après Lyon, c'est vrai que là, pour le coup, ils ont une équipe avec potentiellement un niveau qui est superbe par rapport à ce que on pouvait penser qu'ils auraient en ce début de saison, pour un club qui joue pas la Ligue des Champions. Donc, et pour autant, justement, ils sont déjà ultra mal classés en faisant des performances qui sont les mêmes que l'année dernière. Et après, ils ont mis un paquet pour Paqueta, je crois, du Milan AC. Ouais, Kadewere aussi. Ils ont fait quelques recrutements et ils ont conservé tous leurs joueurs. Alors après, est-ce que les joueurs, un gars comme Memphis, il va être à 100% histoire de partir, sauf qu'il pourra faire ce qu'il veut à partir de l'hiver? Ça, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, après, on parle beaucoup d'un club qui ne sera pas en Coupe d'Europe et il y a plein de trucs à dire. Par exemple, sur Rennes. Ouais, on va parler de Rennes. Attends, on va parler de Rennes. Oui, ouais, on va parler de Rennes. Attendez. Il y a club en Ligue 1, on va pas durer jusqu'à. Oui, bon, ça va. Est-ce qu'on peut juste. Ok, Bob, est-ce qu'on peut juste parler de Depay, qui était donc censé partir au Barça? Et ce qui est quand même génial, c'est que le Barça vient voir Jean-Michel Aulas en disant: on n'a pas d'argent, on est pauvre. Est-ce que tu peux pas nous lâcher Depay gratos et puis nous, on va voir ce qu'on peut lui verser comme salaire? C'est quand même dingue. Attends, il y a Depay qui maintenant s'est positionné pour dire que on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 mois. Le mercato hivernal est bientôt arrivé. Donc le mec a fait une petite sortie en disant que Lyon l'avait pas fait jouer sur les derniers matchs pour le préserver dans l'hypothèse d'une blessure éventuelle avec un rachat. Je pense que Lyon est dans la merde parce qu'ils ont trop acheté. Et ils ont un effectif de une grosse vingtaine de joueurs d'un très bon niveau. Et Rudy Garcia est plus l'homme de la situation pour pouvoir gérer un collectif tel qu'il est. Donc je les vois très très mal cette saison. Il avait fait à la Roma quand même, avec un effectif qui était quand même à peu près au niveau de ce qu'il a maintenant. Par contre, pour revenir sur le transfert de Depay, moi de ce que j'ai compris, le fin mot de l'histoire de Depay au Barça, c'est que le transfert il était OK. Pour que ça soit pour le Barça, pour Depay, pour le contrat était OK. Attends, laisse-moi. Et c'est la Ligue espagnole qui a refusé parce que au niveau il dépassait le plafond salarial, le FC Barcelone. Donc tout le monde était d'accord et au final, c'est des contraintes économiques en Espagne qui ont fait capoter tout ça. C'est le contrat. Le contrat effectivement avait été soumis par le Barça à la Ligue. Par contre, le Barça ne s'était pas arrangé avec Lyon sur une indemnité de transfert. Il restait à négocier l'indemnité. Déjà, le salaire ne passait pas déjà. Bah oui, donc c'est quand même ça qui est étrange, hein. Tu te dis à cause de Dembélé qui n'a pas voulu partir à Manchester United. Ouais, c'est quand même étrange, hein. Barcelone, ils vont pas nous faire croire non plus qu'ils sont passés de grands argentiers du foot européen aux nouveaux pauvres. Bon, tu as raison, on arrête de parler de Lyon. Carlos, je sais que tu adores Rennes. Pour Lyon, alors vas-y Carlos. Juste pour finir sur Lyon, le gros problème de Lyon cette année, en fait, c'est on va dire le début de saison de l'année dernière, où en fait Aulas a voulu commencer à refiler les rênes à Juninho d'un point de vue sportif. Juninho a appelé son pote Silvinho en disant: allez, on y va, on va reprendre la main sur Lyon, on va imposer un nouveau style. Les supporters le réclament, tout le monde voulait le départ de Genesio, alors que Lyon était un bon club formateur et tout ça. Ils ont voulu prendre Silvinho, ça a été la catastrophe industrielle. Ils ont rappelé en urgence Rudy Garcia, qui n'est absolument pas dans les gènes de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, c'est un club qui forme. Ils forment, ils vendent. Benzema, Ben Arfa, Martial, tout ça. Et qu'ils ont pris un entraîneur qui ne compte que sur des vieux. On le voit encore cette année. Oui, mais Cacré, ça n'a pas été une idée de Garcia. Ça a été Aulas qui a dit: tu fais jouer Cacré. Gouiri est parti. Je me rappelle qu'il lui a rabattu le Cacré. Exactement. Mais en fait, Garcia n'est absolument pas l'homme de la situation. Enfin, c'est peut-être un excellent entraîneur dans d'autres clubs, mais c'est pas un homme fait pour Lyon. Il n'a pas le gène lyonnais. Je connais des supporters lyonnais qui étaient déjà atterrés de voir Garcia arriver à Lyon. Ah oui. C'était une erreur industrielle monumentale. Et là, de repartir avec lui, moi j'ai l'impression qu'ils ont construit un effectif qui ne satisfait pas Garcia.
Ça ne satisfait d'ailleurs personne. Il n'y a pas eu des stars qui sont arrivées. Ils pensaient faire partir des gens. Ouais, mais Carlos, Les gens sont elles sont restées les stars. Elles sont restées les stars. Tu peux pas faire un effectif incroyable avec le fait que ils ne vont rien jouer cette saison. Franchement, ils ont une équipe qui tient vachement la route. Hein. Le problème de l'Olympique Lyonnais, moi je commence à le dire, c'est les supporters et c'est Jean-Michel Aulas qui fait toujours croire qu'il y a une illusion, on va dire, de ce qui s'est passé avant, des titres qu'ils ont remportés, et tout le monde a l'impression que Lyon va ressortir des gros effectifs, des gros transferts, des gros joueurs, et Lyon maintenant ça devient une équipe moyenne bonne du championnat. On en attend toujours des choses exceptionnelles. Moi, cette année, je pense que ça va être une sacrée année de transition. Je sais pas. Pour moi, Garcia, je trouve qu'il n'a pas l'effectif. Enfin, Garcia a pas l'effectif qu'il lui faut d'un point de vue philosophique. Il n'y a pas de meilleur effectif que Lyon avec. Il y a le PSG. Et après, pour le coup, ils sont derrière. Garcia ne fait pas jouer de jeunes. Cacré, on lui a imposé. Devant, il y a plein de joueurs qui sont partis. Peut-être, mais l'effectif en tant que tel, il n'y a rien à dire dessus. C'est sur le coaching de Garcia, c'est peut-être sur l'état d'esprit, c'est le fait qu'il faut arriver à faire une bonne saison en ne jouant pas la Ligue des Champions. Et quand tu vois l'équipe milieu de terrain, Aouar, devant, tu as Dembélé, on parle de Dembélé en équipe de France pour succéder à Giroud. Tu as Depay qui est un leader de l'équipe des Pays-Bas qui est censé signer au Barça. Etc. Bon, après, c'est vrai que la défense Dubois, c'est quand même pas. Il est en équipe de France, mais c'est pas ouf. Et c'est quand même de très bon niveau. Jean-Mimi, je suis totalement d'accord, mais pour constituer un club, il faut aussi avoir, on va dire, un certain état d'esprit. Des joueurs comme Depay qui veulent partir au Barça, qui sont retenus et qui savent que de toute façon, ils n'ont plus qu'un an de contrat. Je ne sais pas si c'est des joueurs qui vont donner le 100% sur le terrain. Moi, ça me tue de dire ça. Mais selon la mentalité du joueur, en voyant la mentalité du joueur, je ne sais pas si ça va être quelqu'un qui va se donner à 100%. Vu comment ça tourne, je ne sais pas s'il y a de la sérénité dans le club et je ne sais pas ce que ça peut donner. Après, d'un point de vue intrinsèque, au niveau de talent des joueurs, je suis d'accord avec vous. Bob, je termine sur Lyon. Je termine sur Lyon. Je vais faire un mot rapide. Pour moi, Lyon, on peut absolument pas dire que c'est un club moyen, que c'est devenu un club moyen. Faut juste rappeler qu'ils ont fait une demi-finale Champions League cet été. Donc, pour moi, rien que leur effectif les situe dans les 4 meilleures places du championnat français. Et c'est le rôle de l'entraîneur d'arriver à faire une osmose et une alchimie correcte dans son groupe. Voilà. On va parler de Rennes, les amis. Parlons de Rennes parce que Rennes, c'est un peu la valeur qui flambe dans notre championnat avec Julien Stéphan, le jeune entraîneur qui a des idées innovantes. C'est notre Guardiola à nous. Et puis en même temps, c'est le point de fer dans le gant de velours puisqu'on a vu que avec Niang. Donc un Mam Niang qui a l'air quand même d'avoir un sacré pois chiche dans la tête puisqu'après avoir déclaré sa flamme à l'OM alors que l'OM n'était pas forcément très intéressé ou genre il y avait peut-être un agent d'agent qui avait parlé à l'agent d'agent de Niang pour dire que peut-être que l'OM serait éventuellement intéressé dans les 10 années à venir et puis il a déclaré sa flamme, il s'est fait remballer et puis ensuite il a essayé de faire un espèce de prêt à Saint-Étienne, on comprend pas trop, enfin toi le mec part de Rennes pour aller à Saint-Étienne, on voit pas où est la cohérence sportive, finalement ça ne s'est pas fait et Julien Stéphan a dit écoute mon petit Niang, tu peux quand même revenir, on aura besoin de toi. Par contre, tu es clairement derrière Guirassy. Donc, parlons de Rennes et parlons de Guirassy. Parce que moi, ce joueur Guirassy, je l'aime. J'aime ce joueur généreux, cette présence à la surface, cette présence athlétique. Voilà, Guirassy, c'est clairement mon chouchou. Carlos. Oui, non, mais Rennes, en fait, c'est un travail en profondeur qui est fait depuis plusieurs années. Ils ont aussi, vous parlez de Stéphan, mais ils ont recruté, c'est cette année ou l'année dernière ? Non, c'est cette année, Florian Maurice. Oui, de Lyon, justement à Lyon, c'est cette année. Hein. Et qui a fait venir, je trouve, certains joueurs qui sont intéressants. Ils avaient déjà fait venir Nzonzi, tout le monde s'était un peu moqué d'eux. Eh ben Nzonzi, c'est pas un si mauvais transfert que ça. C'est quelqu'un qui amène de l'expérience, une certaine stabilité au niveau du milieu de terrain. Derrière, ça tient la route. Il y avait eu des départs, mais qui ont été compensés. Et ils ont gardé, et Carlos, il a réussi, et là je pense que c'est vraiment à mettre au crédit de Stéphan, ils ont gardé Kamavinga, hein, parce que Kamavinga, il a clairement eu des offres cet été. Hein. Mais je pense qu'en même temps, Kamavinga, il est bien entouré. C'est pareil, je pense que c'est un futur
Mbappé dans la progression. C'est-à-dire que les parents sont autour, ils savent que de toute façon, Rennes, ça va être une rampe de lancement. Il faut pas qu'il le lâche trop tôt. Après, si ce petit jeune arrive à continuer à progresser tel qu'il le fait, parce qu'il est quand même c'est pareil, il est extraordinaire avec sa patte gauche, là, comme ça, ce qu'il fait, c'est assez impressionnant. Puis même physiquement, je veux dire, il a que 16 ans, quoi. Il tient la barre face à des mecs de 30 ans. Il faut qu'il attende encore 2-3 ans, qu'il se développe bien, et après, il pourra partir. Mais je pense que il est entouré, il sait à peu près ce qu'il doit faire. Il voit qu'en plus, il y a l'équipe de France qui s'ouvre devant lui. Rennes, c'est le tapis rouge pour lui. Bob, toi aussi, tu soulignais le bon mercato de Rennes, où justement ils ont réussi à lâcher des joueurs avec une bonne valeur, en pensant notamment à Mendy, à Chelsea, et puis des recrutements malins. Donc effectivement, Florian Maurice, le nouveau directeur sportif, a fait venir Terrier avec lui. Terrier qui s'était un peu perdu à Lyon, plutôt pas mal. Bon, Guirassy, on en a parlé. Mais toi, surtout, ce qui te plaît chez Rennes, c'est cette cohérence sportive. Ouais, bah surtout qu'ils ont cohérence sportive et surtout un effectif qui gagne en qualité tous les ans. Je pense que il y a un truc qu'ils n'avaient pas forcément prévu, c'est le départ de Rafinha, parce que Stéphane l'a fait beaucoup jouer depuis le début de saison et ça s'est fait un peu dans les dernières heures du mercato. Rafinha qui préfère partir à Leeds plutôt que jouer la Champions League avec Rennes, ce qui est assez étonnant effectivement. En plus, ils l'ont vendu moins cher qu'ils l'avaient acheté. Hein. Ouais. Après, il y a effectivement Grenier qui est bien. Faut pas oublier, pas Grenier, Terrier qui est bien. Grenier, faut pas oublier qu'il est dans l'effectif. C'est un joueur qui a potentiellement aussi une forte valeur et un bon niveau, mais à condition qu'il le retrouve parce qu'il a quand même été sacrément mis au placard. Et Christophe, faut pas oublier aussi, toi qui es fan on a parlé de Deschamps avant-centre, Guirassy est français. Hein. Guirassy est français. Oui, mais il est international sénégalais. Ah, il est international sénégalais? Ouais. Bon, mais autant comme Nyang. Autant pour moi. Et je suis un peu juste pour finir sur la parenthèse sur Rennes. En revanche, j'ai un peu plus de doutes sur la défense centrale rennaise. Da Silva, c'est pas quand même. C'est un bon chanteur. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas vraiment ouf. On sait qu'ils vont jouer avec des champions, qu'ils vont se retrouver face à des Formule 1 offensives. J'ai des doutes. Et d'ailleurs, Jean-Mi, tu nous sors le groupe sur toute la leçon. Tu nous sors les groupes là de Ligue des Champions des clubs français, si tu les as. Il y a de la bonne galette dans le groupe de Rennes. Ouais, mais en finale, c'est assez équilibré quand même les groupes. Rennes, ils sont avec Krasnodar. Donc ça, c'est à leur portée, je pense. Même si se déplacer là-bas, c'est compliqué. Après, de toute façon, attends, ces équipes-là, Krasnodar, tout ça, là, c'est Hapoel Nicosie, tout ça, c'est vraiment les matchs merguez, parce qu'en fait, tu connais pas le niveau des types. Et c'est toujours les matchs traquenards. Oui, enfin après comme on dit, ils commencent à avoir un effectif où ils peuvent quand même avoir un minimum d'ambition. Je pense que moi, la conclusion que j'ai vue des groupes, que ce soit pour Marseille ou pour Rennes, c'est que l'ambition normalement pour ces clubs-là, ça devrait être de viser la 3e place. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Être dans les 2 premiers, ils ont quand même Rennes dans leur groupe, ils ont le FC Séville. Et puis après, ils ont Chelsea. Donc clairement, être dans les 2 premiers, c'est pas réaliste. Après, il faut avoir l'ambition et si on entre sur le terrain, c'est pour dévorer le ballon. Mais clairement, les 2 premières places, la logique sportive est respectée, c'est pas eux, mais la 3e place normalement, c'est eux. Donc ça, c'est. Et Marseille, après, tu nous dis le groupe de Marseille? Il y a Manchester City, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a City. Après, il y a Porto, non? Ouais, il y a Porto, City, et puis après, pareil, le 3e, il est à peu près accessible. Mais c'est l'Olympiakos. C'est l'Olympiakos avec le retour de Valbuena au Vélodrome. Ouais, de Valbuena. Ça va être sympa. Quel âge il a, Valbuena? 35 ans, 36 ans? Ouais, moi j'adore Valbuena, d'ailleurs. Moi je sais. D'ailleurs, on parle de Marseille. Juste une dernière précision, j'ai oublié un truc qui me fait revenir sur ce que j'ai pu dire sur la défense de Rennes. Donc en bonne merguez, j'ai oublié qu'il s'était fait prêter Rugani, le défenseur italien de la Juve. Qui peut être potentiellement un bon profil pour souder cette défense rennaise. De toute façon, pour bien préparer les Rugani, c'est 11 minutes. 11 minutes et pas plus. Hein. Après, il y a eu la blessure de Mawassa aussi qui leur pose quand même pas mal de. Parce que Mawassa, il fait tout. Hein. Et bon, sur ce, parlons de Marseille.
Carlos, on sait que toi, alors quand on s'appelle Carlos Misère, on aime Marseille. On va dire que ça a été le club qui m'a fait un peu découvrir le foot dans les années 90 avec la fameuse victoire en 93. Basile. J'étais encore Basilou. Didier. Voilà, c'est ceux aussi qui m'ont fait pleurer en 91 avec le péno manqué d'Amoros. Après, on va dire que je les ai un peu moins suivis. On va dire que Marseille, là, cette année, c'est quand même encore compliqué au niveau du mercato. Après, c'est surtout la présidence de notre cher américain, dont j'ai perdu le nom. McCarthy, voilà. McCourt, qui pose souci, qui dit qu'il veut faire un Champions Project et qui 2 ans après te dit mais ça coûte des sous, mais non, je vais arrêter d'acheter les joueurs et puis il va falloir en vendre. Carlos, tu crois pas que au-delà effectivement de la stratégie hasardeuse de McCourt, je crois qu'il y a aussi également à Marseille un environnement qui fait que dès que tu as envie de bouger un truc, t'as un peu genre 36 000 intermédiaires dont tu sais pas trop d'où ils viennent. Tu vois, qui essaient de croquer pour te dire, écoute, si t'as envie de déplacer ce meuble-là, il va falloir que tu payes lui et lui. Vous avez remarqué qu'on parle plus trop du rachat, là. On parle plus trop du rachat par l'homme d'affaires dont on sait pas Alouji. avec le triangle avec les pays, des pays du Maghreb. Avec Boudjelal, qui pleurait pour disant je suis amoureux de Marseille. Non, mais après, s'il développe aussi peu de jeunes, j'avais écouté un podcast justement sur la formation du foot où il disait qu'en fait, c'est vrai que l'environnement marseillais n'est pas quelque chose de très. Ça engage pas les jeunes à rester. Et puis effectivement. Ça ressemble au PSG, ça. Encore des points communs. Carlos, tu nous parlais quand on a préparé l'émission, tu nous parlais de Lopez. Tu comprenais pas en fait pourquoi l'OM avait vendu Lopez à Sassuolo. On comprend pas. Toi, c'est un jeune talent formé. Enfin, toi qui commence à avoir du temps de jeu. Alors oui, effectivement, ça devenait difficile parce qu'il était mis en compétition au milieu de terrain. Mais là, il est vendu avec option d'achat obligatoire à Sassuolo, qui est quand même un club majeur de la Série A. Sassuolo. Sassuolo, il faut pas se moquer parce qu'ils avaient récupéré un petit jeune français, Boga, et c'est, on va dire, une équipe qui tourne pas si mal que ça en Série A. Non, mais c'est deuxième partie de tableau et au mieux les mecs. Il développe un plutôt beau jeu. C'est moins mauvais que ce qu'on croit. Alors c'est pas forcément la Juventus c'est pas une progression ou en termes l'Inter. de club, c'est pas une progression pour Lopez en tout cas, sachant que c'était un peu l'enfant peut-être en qualité de jeu. L'enfant chéri de Marseille. Quoi. Ils ont voulu en faire un Nasri-like et ils se sont rendus compte que ça n'allait pas fonctionner. Mais est-ce qu'il avait le niveau aussi? Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est ça la question. Enfin, c'est le problème de la surcotation de certains joueurs, surtout à Marseille. Je trouve que on en parlait comme un futur Zidane. Ouais, les gaz. C'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur de Ligue 1. Pas plus. Tu peux pas, Lopez, tu peux pas, parce que tu sais, c'est un peu. Il est jeune quand même. Il faut. Mais enfin, on pouvait pas le prêter, Lopez, c'était pas possible de le prêter. Tu le prêtes à Dijon ou tu le prêtes en Ligue 2 à Toulouse. Il a préféré Lopez. Il a préféré faire un voyage en terre inconnue. Ouais. Bien joué. Mais de toute façon, enfin, dès qu'il y a un jeune qui est milieu de terrain à Marseille, c'est Zidane. Au bout d'un moment. Payet, on en parle de Payet avec le même régime alimentaire que Ben Arfa. Ah bah oui, et puis il a 33 ans. Il a le même âge que Ben Arfa, non Oui, mais alors attention. Un peu plus vieux. Attendez, alors par contre pour Payet, je voudrais pas qu'on attaque Payet parce que Payet, son jeu n'est pas basé sur le physique. Donc c'est basé sur le. Non, mais c'est pas un mec qui fait des différences avec ses accélérations. C'est pas son jeu, quoi. C'est avec les gros tacles, les grosses semelles, et puis vous êtes dur. C'est un défenseur central des Carpates. Non, mais vous êtes dur. Et Benedetto. Allez, terminons sur Marseille pour Benedetto. Est-ce que vous la sentez arriver, la grosse merguez Benedetto là? Non, mais le problème c'est qu'il va se fatiguer, Benedetto. Enfin, même physiquement, je pense qu'il peut se fatiguer s'il fait tous les matchs titulaires devant. Villas-Boas, il a pas de solution alternative. Ouais. Et il a potentiellement Germain. On refait le même débat de la dernière fois, mais je pense qu'il entre pas dans les plans de Villas-Boas en tant qu'avançant. Et puis Germain, c'est pas un numéro 9, mais ce que dit Bob, il a raison. Et puis il faut aussi pas oublier quelque chose, c'est que quand il arrive à Marseille, il sortait du championnat complet en Argentine, il avait été blessé. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément eu de moment de récupération. On l'a fait attaquer directement sur le championnat de France. Voilà, au bout d'un moment, on a dit, mais on ne comprend pas.
Il est fatigué. Bah oui, il est fatigué. il s'est tapé un retour suite au croisé en Argentine. Il a enchaîné sur le championnat de France. Je trouve qu'il a été il était en sur-régime l'année dernière. Et cette année, en plus, il a 31. Ils ont pas explosé quand même là. Ouais, mais généralement, tu as le contre-coup après. Je pense que physiquement, effectivement, il fallait lui trouver un remplaçant, quelqu'un sur qui tu pouvais. Alors, pas quelqu'un aussi bon que lui, parce que voilà, c'est quand même ton titulaire. Tu veux dire Mitroglou? Non, c'est Radonjic. Non, Ake. Nathan Ake. Mais le problème de Marseille, c'est aussi le recrutement. Pas réussir à trouver un deuxième numéro 9. C'est pas Nathan Ake. Non, mais je sais bien. Mais je sais plus ce que c'est son prénom. Marlon, non? Marley? Mais on peut parler de Thauvin aussi, parce que Thauvin, il a le retour qui est assez difficile. Même lui, il a dit qu'il savait qu'il était pas très bon en ce moment. Donc voilà, il faut aussi que leur milieu Thauvin, Payet, qui sont censés justement illuminer le terrain de leur côté, pour l'instant, ils sont pas au rendez-vous. Alors, puisqu'on est dans le sud-est, je vous propose qu'on parle à la fois de deux clubs, qu'on parle de Nice et de Monaco. Nice, donc, qui commence à prendre ses aises également avec son nouvel actionnaire anglais. Et puis Patrick Vieira, qui je crois est là depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e année de Vieira à Nice. Et puis côté Monaco, on a tout changé avec Niko Kovac. Voilà, non mais c'est vrai, on a de nouveau tout changé. Mais il y a quand même même s'ils ont perdu là le dernier match contre je sais plus qui, enfin Brest. Ouais, contre Brest, il y a quand même des choses intéressantes à Monaco, en dehors de Ben Yedder qui confirme que c'est vraiment un top joueur. Donc allez-y, peut-être Bob, commence Nice, Monaco, à toi de choisir. Ouais, je pense qu'il n'y a pas non plus tant de choses à dire que ça sur ces deux clubs. Monaco, il y a juste un aspect intéressant, c'est que Kovac, il fait confiance à Fabregas en sentinelle devant la défense. Ça peut être potentiellement une bonne chose. Et après, ils n'ont pas réussi à trouver le niveau de jeu qui a fait merveille lorsqu'il y avait Mbappé et Falcao devant. Et pour l'instant, c'est largement assez pour Monaco. Ils font du recrutement. Gelson Martins, Folland. Ben Yedder, on va voir, mais c'est pas très très sexy au final, Monaco. Nice, pourquoi pas, mais Nice. Carlos, tu voulais parler de Gouiri, toi, t'aimes bien le petit Gouiri, le petit Lyonnais. Je trouve que moi le mercato de niçois, c'est comme Rennes, c'est-à-dire que ça travaille sur la longueur, ça va chercher des jeunes. Alors il y a Dolberg qui s'est fait apparemment arracher la jambe par Maguire, Maguire. Toby Maguire. Toby Maguire, voilà, exactement. Des grands pouvoirs, grandes responsabilités. Voilà. Mais du coup, le truc, c'est que Nice travaille sur la longueur, font un mercato qui se tient. Bon, après avoir. Après Monaco, c'est 80 mouvements dans un transfert, c'est des choses qui sont encore jamais vues. Ça devient difficile à suivre. Après, effectivement, l'équipe titulaire, pas trop mal, mais ça a encore changé de partout. Ils ont repris Kovac. Monaco, ça peine à redevenir ce que c'était il y a quelques temps, quoi. Tout à fait, écoutez, vous avez raison sur Monaco et Nice, je crois qu'on a tout dit. Jean-Mimi, toi, tu voulais qu'on parle de Saint-Étienne, notamment avec ce transfert incroyable, jusqu'à la dernière minute. Alors c'est Bob qui veut nous parler de Saint-Étienne. Alors vas-y, raconte-nous un peu ce transfert qui est venu renflouer les caisses des Verts. Non, mais maintenant ils se frottent les mains, les actionnaires. C'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'au final, Fofana, Puel voulait vraiment absolument le conserver, et les actionnaires et les présidents stéphanois ont dit oui, on le conserve quoi qu'il arrive. Il y a eu quand même plusieurs offres très intéressantes. Finalement, Puel n'a pas eu le dernier mot et ils ont vendu Fofana pour 40 millions après une vingtaine de matchs de Ligue 1 dans les jambes. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont contents par rapport à l'affaire Mediapro. Je pense que cet argent-là va leur faire le plus grand bien dans la crise qui va arriver, parce qu'à mon avis, ils vont perdre plus que 40 millions sur les droits télé. Et surtout qu'on a oublié de dire quand même que dès le début, quand il y a eu le confinement et l'arrêt du championnat, on avait annoncé, il y avait eu des articles dans Mediapart justement qui disaient que Saint-Étienne était dans une situation catastrophique et qu'ils allaient. Mediapart avait annoncé que il leur restait 3 semaines de trésorerie. Mais au final, c'est quand même assez triste, parce que
On devrait pouvoir avoir des clubs qui ont les reins assez solides pour résister aux sirènes hurlantes d'offres anglaises ou du Barça et de Madrid. Et c'est triste quand même de se retrouver avec des clubs, nos clubs français, qui sont obligés financièrement de devoir vendre des joueurs qui ont même pas 18 ans, 17 ans. Je trouve que c'est dommage parce que on passera jamais un palier en Ligue 1 si on n'arrive pas à conserver nos pépites telles que l'a fait Camavinga à Rennes. Mais non, c'est l'écosystème du foot, c'est qu'il n'y a pas assez de milliardaires qui à la tête des clubs comme en Angleterre. Français, et on a un contrôle. Nous, on est quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais on est assez sérieux. On demande aux clubs de maîtriser leur budget. Il n'y a pas besoin du fair play financier pour que déjà les budgets des clubs ils soient quand même bien plus contrôlés dans le championnat de France que dans tous les autres. Il y a une fiscalité qui est, je crois que de ce que j'ai vu, importante. Il y avait en gros la fiscalité du championnat de France, c'est plus que la somme de tous les autres fiscalités de tous les autres clubs des autres championnats. Donc il y a quand même des contraintes de l'exercice qui font que on n'est pas dans des systèmes comme en Angleterre où il y a des milliardaires qui mettent des thunes et puis tant que tu joues pas la Coupe d'Europe, tu t'en fous. Puis après tu fais du lobbying et puis tu peux la jouer tant que tu veux et faire les transferts que tu veux comme City fait. Quoi. Les amis, on termine sur le PSG peut-être. Ouais. Carlos. Donc Leonardo sur la fin du mercato nous a fait une Leonardo, à savoir il nous a sorti de son chapeau les joueurs qui manquaient pour compléter l'effectif du PSG et que certainement Tuchel lui demandait. Il a notamment fait venir Rafinha. Après moi ce que je trouve plutôt intelligent c'est Moïse Kean apparemment qui aurait Moïse Kean tu trouves ça ok. Et puis Danilo Pereira aussi. Et oui, surtout Danilo c'est Pereira. Ça, oui. Mais c'est des. Je trouve que depuis que Leonardo est revenu, alors je suis pas forcément un grand fan, mais je trouve qu'il fait des mercatos intelligents. Il essaie de. Ils savent qu'ils ont les stars. Alors par contre, le gros travail de cette année pour Paris, ça va être de faire les prolongations de Neymar et d'Mbappé, parce qu'il va falloir qu'ils le travaillent ça. Mais sur le côté transfert, je trouve qu'ils prennent des joueurs de devoir. C'est plutôt intelligent, c'est des joueurs qui ont quand même un peu de ballon avec Rafinha. Danilo Pereira, c'est un vrai numéro 6. On sait qu'ils ont un déficit pour ce poste. Ils ont pris Florenzi, qui m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas à ce niveau-là. Il s'est vite intégré. Il a vite très bien joué. Ils font confiance quand même, du coup, à Marquinhos, Kimpembe, quand David Silva est parti. Après, c'est surtout effectivement le souci de la formation et des jeunes qui partent. Mais en même temps, j'ai envie de leur dire, mais le problème, c'est que quand tu as Neymar devant toi, quand tu es jeune, même si tu as beaucoup de football dans les pieds, au bout d'un moment, le fait d'avoir des grosses équipes devant toi, ça t'incite pas à rester. Quoi. Donc, des mecs comme Kouassi, je peux comprendre que... Alors, justement, parlons-en de Tanguy Kouassi, Bob. Parce que donc Tanguy Kouassi a eu l'heureuse surprise de découvrir qu'il ne figurait pas sur la liste du Bayern de Munich pour la Ligue des Champions. Écoute, c'est très triste. C'est comme Saliba qui est allé à Arsenal, qui n'est pas non plus sur la liste pour l'UEFA. Moi, j'ai une question, excuse-moi là, mais Bounassar, il est sur la liste ou pas? Mais oui, il est sur la liste. Il est sur la liste, Bounassar? Ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Non, mais moi, Kouassi, c'est très triste pour lui, quoi. Enfin, après, là, on va te dire, voilà, on sait jamais de quoi demain sera fait, le Covid, etc. Et du coup, il a son contrat en plaqué or au Bayern, certainement. Mais après, l'ambition sportive du mec, c'est quoi là? Il va être prêté au mercato hivernal dans des clubs allemands à Düsseldorf. Enfin, c'est un gâchis, c'est un entourage certainement qui s'est frotté les mains, et les Saliba, ça va être pareil. Mais pour le Bayern, ça ressemble un peu à Michael Cuisance, parce que Michael Cuisance on n'a pas parlé de ça. Ouais, à Marseille. Qui a fait un an au Bayern sans trop jouer, et puis finalement il a joué Cuisance. Il n'a pas trop joué, je crois qu'il a fait 10 matchs. Il sortait d'une saison, je sais plus de quel club il venait, mais il sortait d'une saison complète avant de rejoindre le Bayern. Après, Cuisance aussi venait d'un autre, je sais plus quel club allemand il venait. Mayence. Je sais plus. Mais en tout cas, il a été déjà habitué, on va dire, au championnat à la Bundesliga. Et je trouve que c'était quand tu as un grand club comme ça qui te propose tes services, il faut aussi se dire que quand tu es sportif, non, je suis pas d'accord. Forcément, ça dépend d'où tu viens. Kouassi, quand il vient du PSG, il jouait les matchs en Ligue 1, il jouait même avec des champions. Mais je parlais pas de Kouassi, je parlais de Cuisance. Ah, okay. Cuisance,
le transfert de Cuisance au Bayern, on peut le Ah oui, comprendre, d'accord. ça peut Oui, tout à fait. Ça, bien sûr. Et après, bon, bah voilà, tu tentes, ça marche. Il y a une progression, lui, qui est indéniable. Oui, voilà. Mais Kwasi, effectivement, là, par contre, c'est comme vous dites, hein, très justement, hein, les parents, enfin l'entourage, tout ça, on dit allez, vas-y mon petit, tu vas signer ton petit chèque et nous aussi, on va en profiter. Après, il est jeune aussi. Il est jeune. Peut-être le temps qu'il fasse son trou aussi. Après, regardez Alphonso Davies, quand il est arrivé, quand il est arrivé de Toronto, non, de Vancouver, ouais. il a fait une année en fait dans la réserve du Bayern. Hein. Ils lui ont dit non, tu vas pas jouer tout de suite. On va te former au football allemand. Tu vas voir ce que c'est. C'est totalement différent. Alors lui, en plus, il venait de la MLS, donc c'était encore un niveau qui était un peu inférieur quand même au championnat de France. Ouais. Ils ont appris les trucs et cette année. Enfin, l'année dernière, il a explosé. Il a explosé. Peut-être que Kwasi, ça va faire ça. C'est-à-dire qu'il En tout cas, on lui souhaite. Ouais. Et donc pour terminer sur Paris et également pour terminer notre émission, parce qu'on a beaucoup parlé de la Ligue 1. On vous a promis un tour d'Europe. Et bien le tour d'Europe, ce sera pour la prochaine émission. Donc on va terminer sur la Tu veux Ligue 1. dire qu'on a fermé les frontières, quoi. On a fermé les frontières. Voilà, c'est couvre-feu sur notre émission. Mais juste pour terminer sur Paris, on a vu un bon Neymar là pendant les matchs internationaux. Donc c'est plutôt de bon augure pour Paris, Bob. Ouais. Alors, il a été bon. Après, faut pas non plus s'enflammer sur son triplé. C'est 2 pénaltys et un but dans les cages vides. Maintenant, il faut toujours les mettre. Hein. Je suis entièrement d'accord. L'événement, c'est surtout qu'il dépassait Ronaldo quand même au nombre de buts marqués en Seleção, ce qui n'est quand même pas rien. Après, je pense que Neymar, Mbappé, Icardi, ça va rouler sur la Ligue 1. Maintenant, pour l'Europe, il va falloir encore. L'objectif, de toute façon, c'est la Champions League pour eux. Bien sûr. Ils ont 2 matchs à faire dans une saison. C'est les huitièmes de finale aller-retour au mois de février. C'est là où il va falloir que ça compte. Et voire même après 2 matchs en quart de finale, parce que ça, en fait, si on les fait venir, c'est pour ça. C'est pas pour Dijon ou Amiens, quoi. Bien sûr. Après, c'est une préparation un peu sur toute l'année, mais après, oui. Fait, ouais. Et c'est vrai que vous avez juste dire un mot. C'est vrai que on a parlé du mercato du PSG et c'est clair qu'ils ont quand même réussi à se renforcer. Il y a eu quelques départs, ils sont renforcés et ça leur a certainement pas coûté un pognon de dingue par rapport à ce qu'ils ont fait les années précédentes. Oh là, mais il est incroyable ce Jean-Mimi. Il nous met des références partout. Il est incroyable. Bon, attendez, pour terminer quand même vraiment sur la Ligue 1, il faut qu'on parle d'une info majeure. Ils viennent de perdre pour 6 mois. Nian, ça c'est la nouvelle. Ça c'est de la grosse nouvelle de la Ligue 1. Ça. Voilà. C'est leur unique buteur. Ils ont vendu leur unique buteur quasiment l'année dernière. Diallo. Cette année ils en ont un nouveau et il vient de se casser le genou. Voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Ouais, merguez. Voilà. Bon, bah écoutez, tous les trois, merci pour cette émission. Un grand merci à Carlos, c'était sa première. Ouais. Et merci à vous. Et puis on te réinvite avec grand plaisir. Donc c'était Carlos Miser, donc notre nouveau champion de la merguez. Le prochain champion sera invité à la prochaine émission s'il le souhaite. Et puis Carlos, on reste en contact parce que tes analyses merguez ont été d'un haut niveau. Hein. Merci à vous. Et Bob, qu'est-ce que t'as pensé de la première de Carlos ? Écoute, je pense qu'il est rentré dignement dans le clan merguez épicé de barbecue merguez Ligue 1. Merci. C'était une très bonne participation. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Super. Écoutez, on vous embrasse. Carlos, on te laisse le mot de la fin. Force et honneur, les petits. Force et honneur. Force et honneur. Allez, à bientôt. Ouais, ciao. Salut. Ciao.